Donc aujourd'hui, c'est Wilhelm Wien pour ses découvertes au sujet des lois du rayonnement de la chaleur. Ok, il étudie la physique à Göttingen. Donc bon, il y a plein de savants qui sont passés par là. Il y a un autre prix Nobel, James Franck, Max Born qui est très connu, Fermi. Bon, Fermi, il était italien, mais il a dû travailler là aussi. Oppenheimer, Heisenberg, Niels Bohr, Noether. Il a travaillé avec von Helmholtz, qui est un scientifique du 19e siècle. Son cousin Max Wien fut plus tard l'un des pionniers des micro-ondes. Donc voilà, dans la famille, il y avait d'autres scientifiques. Donc son œuvre principale, c'est ça, c'est la loi de Wien, la loi de déplacement de Wien, on va en parler un peu après, qui est une loi associée à la température des étoiles. Et ça permet de relier la température et la couleur des étoiles. Vous avez peut-être déjà vu par une nuit de temps clair, hein, vous voyez un peu la couleur des étoiles. Elles ne sont pas forcément parfaitement blanches. Il y en a qui sont plutôt rouges ou plutôt bleues. Et bien ça, c'est relié à leur température. Les étoiles plutôt froides, elles sont rouges. Et les étoiles plutôt chaudes, elles sont bleues. Donc c'est l'inverse du code pour les robinets. Le bleu c'est chaud pour les étoiles. Donc en 1893-94, il donne sa loi de déplacement de Wien, on va en parler après. Et 2-3 ans après, il décrit la variation d'intensité du rayonnement avec sa loi du rayonnement de Wien. Donc il y a la loi de déplacement de Wien et la loi de rayonnement de Wien. C'est deux lois différentes. Ses recherches sur les rayons canaux ont jeté les bases de la spectroscopie de masse. Et il montra que la particule positive appelée proton avait la masse d'un hydrogène ionisé. Effectivement, hein, le proton, si vous associez un proton et un électron, ça donne l'atome d'hydrogène. Et donc, si vous faites de l'hydrogène ionisé, vous arrachez l'électron. Du coup, il ne reste plus que le proton. Donc, c'est un hydrogène ionisé, c'est un proton. Et les rayons canaux, c'est un peu l'équivalent des rayons cathodiques. Sauf que là, c'est plutôt l'anode qui les émet. Et donc, ça ne va pas être des électrons de charge négative, ça va être des charges positives. Donc, par exemple, des protons ou alors des ions un peu plus lourds. Se fondant sur les travaux d'Heaviside et de Searle, Wien avance en 1900 l'hypothèse que tous les processus physiques sont de nature électromagnétique. Donc il avait quasiment raison, hein, à part la gravité et les réactions nucléaires, mais qu'on ne connaissait pas à l'époque. Vous enlevez ça, et tout le reste, c'est l'électromagnétisme, effectivement. Donc la lumière, tout ce qui est force de poussée, la force du vent, toutes les interactions, à part l'interaction gravitationnelle, c'est électromagnétique. Et il fait aussi l'hypothèse que la masse d'un corps est reliée à son énergie par la relation m égale 4 tiers de E sur C2. Donc en 1900, 5 ans avant Einstein, il n'écrit pas E égale MC2, il écrit E égale 4 tiers de MC2. 4 tiers, hein, c'est très proche de 1, donc il y était presque. Hein, il avait compris déjà l'essentiel de la loi. Hein, ce qui est important, ce n'est pas le facteur ici, c'est surtout que un facteur C carré, on a un lien entre la masse d'un objet et son énergie E. Donc c'est Wien qui a fait ça avant Einstein. Mais bon, sa formule, elle n'est pas bonne, il y a le 4 tiers qui n'est pas bon. Étape décisive dans la formulation de l'équivalence masse-énergie. Voilà, ce qui importe, c'est le fait qu'il ait compris déjà qu'il y avait une équivalence entre masse et énergie, même si numériquement, ce n'était pas tout à fait la bonne équation. Partisan éminent de l'électromagnétisme classique, Wien mit toute son énergie à la résolution des paradoxes posés par l'hypothèse de l'éther luminifère, dont on a parlé la dernière fois avec Michelson, et ça l'amènera à formuler ses propres équations différentielles pour décrire l'électrodynamique des corps en mouvement. Donc en gros, il commence à faire de la relativité, mais il ne devait pas avoir les bonnes équations. Je sais pas ce qu'il a écrit comme équation exactement, mais bon, déjà, ça l'amenait à ça, qui n'est pas tout à fait exact. Il avait compris beaucoup de choses déjà, mais il y avait quelques petites imprécisions de calcul. Donc de ce point de vue, il est l'un des précurseurs de la théorie de la relativité restreinte. Donc il a eu le prix Nobel pour ses recherches sur le rayonnement du corps noir, on va en parler après. Et voilà, ça on va en parler, la loi de Rayleigh. Donc déjà la loi de déplacement de Wien, c'est celle-là qui vous donne la température en fonction de la couleur, ou la couleur en fonction de la température. Là, alors je ne sais pas si vous voyez, là il y a la légende, mais wavelength c'est la longueur d'onde. Et on voit que la longueur d'onde, hein, elle est en nanomètres ici. Donc entre 400 nanomètres et 750 nanomètres, vous avez les longueurs d'onde du visible. 400 nanomètres, c'est le bleu, et 750, c'est le rouge. Et ça, qu'est-ce que c'est que cette courbe? C'est l'énergie que vous récupérez
en fonction de la longueur d'onde. Vous savez, le soleil, il éclaire surtout dans le jaune-vert. Il va vous envoyer aussi des infrarouges et des ultraviolets, mais un peu moins. Donc le pic, là, la courbe ici à 5500 Kelvin, ça correspond à peu près au soleil. La température de surface du soleil, c'est ça. C'est autour de 5500 Kelvin. C'est un peu variable suivant ce qu'on regarde, suivant si on considère la photosphère, la chromosphère, ce genre de choses. Et donc, en fait, vous récupérez la lumière du soleil et vous voulez non pas l'intensité totale, mais l'intensité associée à chaque longueur d'onde. Vous avez de la lumière blanche, je vais le tracer en noir, hein, mais vous avez de la lumière blanche qui arrive comme ça. Et vous voulez séparer toutes les longueurs d'onde. Donc, c'est la fameuse pochette de Pink Floyd. Là, vous séparez les différentes longueurs d'onde en différentes couleurs. Le vert, il arrive ici, ensuite le bleu. Et donc, vous avez les longueurs d'onde comme ça qui sont séparées. Et vous pouvez mettre un petit détecteur devant chaque longueur d'onde. Donc, vous mettez toute une série de détecteurs et vous comptez le nombre de photons. Vous comptez l'intensité, vous mesurez l'intensité. Et donc, pour telle longueur d'onde, pour le rouge, vous mesurez une certaine valeur. Voilà, le rouge, vous avez telle valeur. On regarde la courbe verte, là, par exemple. Ensuite, pour le jaune, vous avez telle valeur. Pour le bleu, telle valeur. Et voilà, vous avez toutes les valeurs. La hauteur, là, c'est l'intensité de la lumière en fonction de la longueur d'onde. Et vous voyez, vous avez à chaque fois une courbe qui ressemble à ça. Ça, on appelle ça un spectre. Ce sont les spectres associés au corps noir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corps noir? Un corps noir, c'est un objet qui absorbe toute la lumière qu'il reçoit. Donc, typiquement, on fabriquait des corps noirs en laboratoire avec des fours. Donc, vous construisez un four, vous creusez juste un petit trou dedans pour récupérer la lumière qui est émise. Mais voilà, il va tout absorber. Il n'y a quasiment aucune lumière qui arrive à l'intérieur du four. Et donc, l'objet est complètement noir. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé un corps noir. Mais vous savez, à nos températures, et si on fait un peu monter la température du four, on a des infrarouges qui sont émis. Vous, à votre température de 20-30 degrés, vous émettez des infrarouges. C'est pour ça qu'on peut détecter les humains avec les caméras infrarouges. Et plus vous montez la température du four, plus la couleur va passer dans le visible. On était dans les infrarouges, ça va devenir rouge. Ensuite, c'est un peu comme les braises. Quand vous faites chauffer un morceau de charbon, une braise, ça devient rouge, puis orange, au fur et à mesure que vous montez la température, puis jaune, puis blanc. Voilà, ce changement de couleur, il est dû à la température. Et c'est typiquement ce qu'on étudie en étudiant les corps noirs. Donc c'est un peu l'inverse d'un miroir, si vous voulez. Le miroir, il réfléchit toute la lumière qui lui arrive dessus. Le corps noir, lui, il absorbe tout. Et donc, la lumière qu'il va émettre, par exemple, une étoile, c'est un corps noir. Une étoile, ça se comporte pas du tout comme un miroir. S'il y a de la lumière qui arrive sur une étoile, elle ne va pas rebondir dessus. Elle va être complètement absorbée. Et donc, toute la lumière qui est émise par l'étoile, elle ne dépend pas des sources extérieures, peu importe l'environnement dans lequel vous la mettez. La lumière émise par l'étoile ne dépend que de sa température. Et c'est ça qu'a compris Wien avec sa loi de déplacement. Ici, vous voyez, les températures diminuent là, et vous avez la longueur d'onde qui augmente. Si vous regardez le maximum, ici, il en était plutôt autour de 550. Pour la orange, la 4500, on est plutôt à 600 et quelques. Pour celle-là, on est plutôt à 800. Vous voyez, la longueur d'onde, elle augmente, on se déplace du bleu vers le rouge quand l'étoile devient de plus en plus froide. Donc ça, c'est une étoile plutôt chaude, plutôt dans le jaune. Encore plus chaude, on aurait des étoiles bleues avec des longueurs d'onde encore plus petites. Et là, les étoiles rouges, elles sont à plus basse température. C'est ça qu'il faut retenir. Une étoile rouge, c'est une étoile à basse température. Donc les supergéantes bleues sont les plus lumineuses. Oui, alors non seulement elles sont très lumineuses, mais en plus, vu qu'elles sont bleues, tu peux tout de suite savoir qu'elles sont chaudes. Elles sont beaucoup plus chaudes que le Soleil, qui lui rayonne plutôt dans le jaune-vert. Donc les géantes bleues, elles sont à température beaucoup plus élevée que le Soleil. Et les géantes rouges, elles sont à température plus basse. Une géante rouge, ça va être à 3000 Kelvin, par exemple. Donc c'est ça la loi de Wien. Donc Wien, lui, il a compris l'évolution de la température en fonction de la longueur d'onde.
Et donc, il donne cette formule-là. Voilà. Lambda, la longueur d'onde du maximum, du pic, là, le haut du pic, c'est une certaine constante divisée par la température. Donc, plus la température augmente, plus la longueur d'onde diminue. Donc, plus l'étoile est chaude, plus lambda est petit, donc plus on va vers le bleu. Une étoile chaude, c'est une étoile bleue. Maintenant, ça se démontre avec la loi de Planck. On parlera de Planck une autre fois. Donc ça, c'est les bases c'est le tout début de la mécanique quantique, ça, la loi de Planck. Voilà, la température de surface du Soleil, c'est 5780 Kelvin. Donc c'est un maximum d'émission de 500 nanomètres. Voilà, donc c'est dans le vert. Ce qui ne veut pas dire que le Soleil nous apparaît vert, évidemment, vu que vous ajoutez toutes les autres longueurs d'onde autour. Donc quand vous faites la somme de toutes les couleurs, hein, ça vous donne du blanc. Donc le Soleil il nous apparaît blanc, un petit peu orangé. Voilà, c'est les températures de couleurs. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme pour la braise, ça va du rouge au orange, ensuite jaune, ensuite blanc. Vous ne passez jamais par le vert. Parce que vous ajoutez en fait plein de longueurs d'onde. Et nous, voilà, on est à 300 Kelvin, à 20 ou 30 degrés Celsius. Et on émet autour de 10 micromètres. Donc voilà, vous émettez de la lumière à 10 micromètres. Des infrarouges qui vont avoir tendance à chauffer l'environnement. Voilà, si vous mettez 50 personnes dans une même pièce, ça va chauffer tout seul à cause des infrarouges qui sont émis. Voilà, un être humain, c'est un bon radiateur. Et il rayonne dans les infrarouges. Voilà, donc ça, c'est la loi de Wien. Alors lui, Wien, à son époque, il n'avait pas cette courbe-là. Il avait juste la courbe des maximums en fonction de la température. Donc il savait que à haute température, on avait une petite longueur d'onde, et quand on baissait la température, on allait vers le rouge. Ça, c'est la loi de Planck, c'est venu après. Et justement, Wien, il a essayé de trouver cette courbe-là. Et malheureusement, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est en fonction de la fréquence. Donc la courbe a une tronche un peu différente. Vous voyez que la loi de Wien en bleu, c'est une bonne approximation pour les hautes fréquences, donc plutôt dans le bleu. Donc je vais plutôt retracer la loi qu'on avait. Donc là, je rappelle, on calcule, on mesure la luminosité en fonction de la longueur d'onde. Et donc, on a quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et la loi de Wien. Donc ça, c'est ce qu'on observe. Déjà, à l'époque, on observait ça. Et lui, Wien, il fait des calculs avec la thermodynamique de l'époque. Et lui, ce qu'il trouve comme loi, c'est quelque chose qui marche bien aux hautes fréquences, donc aux petites longueurs d'onde. Donc il trouve quelque chose qui fonctionne bien au début, mais qui après ne marche plus. Et ici, on ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi ça colle plus. Et vous voyez qu'il y en a une autre, c'est la loi de Rayleigh. Donc la bonne courbe, là, c'est la verte. Donc la bleue, elle colle bien ici aux hautes fréquences. C'est inversé, là, c'est à droite que ça marche bien parce que une haute fréquence, hein, c'est une petite longueur d'onde. C'est pour ça que je l'ai retracé pour pas trop... pour coller à ce qu'on avait fait avant. Et il y a une autre loi qui est la loi de Rayleigh. On avait parlé de Rayleigh la dernière fois. Lui, pareil, il fait de la thermodynamique et... Hop. Lui, il trouve une loi qui colle très très bien à haute longueur d'onde, mais qui après, hop, fait n'importe quoi pour les petites longueurs d'onde. Donc ça, c'est la loi de Wien. Et ça, c'est la loi de Rayleigh. Et on est embêté parce que la thermodynamique est censée... c'est la théorie physique qui marche parfaitement bien dès qu'on a besoin de calculer quelque chose qui est lié à une température. Et là, pour le Soleil, pour savoir comment le Soleil émet en fonction des longueurs d'onde, eh ben, ça colle pas du tout. Et donc, on s'est rendu compte que la loi de Rayleigh, elle était un peu plus physiquement acceptable. Donc, c'est plutôt sur celle-là qu'on s'est concentré, en fait. Et on s'est rendu compte que là, pour les ultraviolets, ça marchait pas du tout. Le résultat était catastrophique. Et on a appelé ça la catastrophe ultraviolette. Et c'est Planck qui est venu, Max Planck, qui est venu résoudre ça, plus ou moins en disant que la lumière, c'était pas une onde, c'était des photons. Donc plutôt des corpuscules. Et c'est Einstein après qui a vraiment formalisé ça. Pour Planck, c'était juste une astuce mathématique. Donc ça, c'est lié à la catastrophe ultraviolette. Donc c'est la loi de Wien, hein, il avait réussi à attraper l'autre bout de la courbe par rapport à Rayleigh. Donc chacun avait une approximation à haute longueur d'onde ou à petite longueur d'onde, mais personne n'avait la courbe complète.
Et c'est Max Planck qui a réussi à trouver la bonne formule ici. Et pour ça, il suppose que la lumière s'échange par petits paquets, par petits grains. Et ces petits grains, on appellera ça des photons plus tard. Voilà, c'est cette loi de Wien, la loi de déplacement de Wien et la loi du rayonnement. Surtout la loi de déplacement, parce que la loi de rayonnement, on s'est rendu compte qu'elle ne collait pas trop. Mais c'est tous ces travaux-là qui lui ont valu le prix Nobel. Voilà. Lord Rayleigh déterminera avec Jeans une formule complémentaire, la loi de Rayleigh. Voilà, on le voit mieux ici avec les... Là, c'est bien en fonction des longueurs d'onde. Donc, on peut voir ici. La courbe noire, c'est ce qui est observé. C'est ce que Planck va expliquer parfaitement. Et Wien, lui, vous voyez, au début, ça marche bien. Et après, aux grandes longueurs d'onde, ça fait n'importe quoi. La courbe rouge, elle ne suit plus la courbe noire. Et la courbe bleue, ici, c'est la loi de Rayleigh. Voilà pour Wien.